Les autres vous donnent des opinions. Karima Brick et Rémi Villemur vous donnent une raison d'en avoir une. 1-8-7 Cube Radio, on va vous poser une question. Là. D'ailleurs, on vous la repose, la question du début. Ça continue de rentrer les réponses. C'est quoi votre travail? Puis est-ce que ça vous passionne? Est-ce que vous avez choisi votre travail par passion? On a eu toutes sortes de témoignages, des beaux témoignages de gens qui ont des jobs. Tu sais, des fois, c'est des jobs qui sont de l'ordre du rêve et des jobs qui sont peut-être un peu plus modestes, mais quand tu es passionné, t'aimes ce que tu fais. Je veux dire, tous les chemins sont bons vers le bonheur. Une autre question qu'on vous pose pour tout de suite, là, c'est les troupes, là. C'est une bonne idée, ça, un trouble. On en a parlé, Karima, dans les derniers mois. Il y a eu des histoires de gens, même de la triparentalité, là, des gens qui sont trois à s'occuper d'un enfant. C'est pas la même affaire, là. Trouble et mettons un trouble, c'est beau, arrangez-vous, c'est un peu funky. Mais la triparentalité, là, c'est une autre affaire, là. Il y a un enfant dans le portrait, là. Oui, puis ça vient en fait jouer sur tout ce qui est les droits, les responsabilités, les devoirs, parce que c'est ça qui vient en jeu. Si on reconnaît une triparentalité en termes juridiques, si le trouble se sépare, qu'est-ce qui se passe avec la garde d'enfants? Qu'est-ce qui se passe avec les pensions alimentaires? Qu'est-ce qui se passe avec le lien aussi avec l'enfant? Tu sais, il y a comme toutes ces questions-là. Je pense qu'on est rendu à se les poser de plus en plus parce que ça vient effectivement complexifier aussi ces relations. C'est pas juste, comme tu dis, c'est pas juste entre, mettons, trois adultes consentants. Il y a, bref, c'est un autre, j'allais dire, c'est un champ de possible. Puis même avec, tu sais, aujourd'hui, les progrès, j'allais dire, avec, tu sais, la fertilité, puis les nouvelles façons aussi de concevoir, si on va reconnaître ça, exemple, s'il y a une mère porteuse, qu'elle fait partie de la vie de l'enfant, s'il y a, je sais pas, moi, s'il y a quelqu'un qui a fait un don de ville dirigé, que la personne est quand même dans la vie de l'enfant, il y a quelqu'un d'autre, ou un autre conjoint qui décide. Bref, c'est quand même des vrais enjeux, puis on est avec Sophie Mongeon, avocate, qui est avec nous. Oui, je sais pas, Sophie, c'est quelque chose que tu vois de plus en plus? On voit que le couple traditionnel existe de moins en moins. Ça, on va être clair là-dessus. Mais est-ce qu'au niveau juridique, moi, je le vois, je pratique pas nécessairement le droit familial au quotidien. Oui. Donc, moi, je fais plus du droit du travail, social, administratif, etc. Mais cette cause-là est assez particulière. Donc, on remonte à un jugement qui a été rendu en avril 2025 où le tribunal était saisi par 3 différentes familles et le comité puis je me trompe tout le temps, là, je veux pas les LGBT+. OK, donc il était 4 requérants pour essayer de démontrer que le Code civil et la façon que la filiation était reconnue au directeur de l'État civil, c'était inconstitutionnel. Donc le juge a quand même été très très ouvert à cette cause-là parce que comme j'avais déjà expliqué à Rémi une première fois, on n'est pas les premiers illuminés là qui décident d'emmener ça au tribunal. Ça existe en Colombie-Britannique, en Ontario, en Saskatchewan ou au Yukon, où dans certaines de ces provinces-là, on peut reconnaître jusqu'à 4 parents. Donc, ici, au Québec, le directeur de l'État civil a dit que c'est la filiation, c'est 2 parents, point final. Donc, c'est ce qui est invoqué devant les tribunaux. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter grosso modo c'est quoi les 3 situations familiales. Donc, mais c'est ça. Donc, on part quand même de la base, puis j'allais dire, c'est pas mal ça dans beaucoup de pays occidentaux, là. C'est quand même j'allais dire la norme, là. Il peut y avoir des exceptions. La famille nucléaire que tu veux dire, là. Pas nécessairement, ça peut être deux hommes, 2 femmes ou peu importe, mais sur la filiation, parce que tout l'enjeu est là. La filiation, on reconnaît seulement 2 parents. Pourquoi? Parce que c'est la notion c'est la priorité, en fait, c'est l'enfant. C'est ça qu'on veut plutôt protéger, là. On veut dire, qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'enfant? Le Code civil dit pas clairement que la filiation, c'est 2 parents, mais ça laisse sous-entendre que ça l'est. Donc, dans ce jugement-là, ce que le juge vient dire, c'est que toute une section, là, plusieurs articles du Code civil doit être modifié en prenant en considération maintenant qu'on devrait pouvoir inscrire plus que 2 parents en filiation. D'accord. Donc, effectivement, quand on parle de filiation, c'est une question juridique, puis triparenté, c'est une question de fait. Et là, je vais vous le dire, triparentalité, là, moi, je trouve que c'est équivalent, mais dans le jugement, on parle de triparenté, ce qui serait le terme approprié. D'ailleurs, j'ai parlé à maître Marc-André Landry cette semaine, qui était un des représentants d'une des familles, qui me disait ceci. Donc, je vous raconte la première famille, puis on regardera ce qu'il y en est. Donc, il y a une madame et un monsieur, donc madame M, monsieur D, qui sont mariés, puis ont 3 enfants ensemble. C'est des militaires.
Madame M est en mission au Koweït et rencontre Madame P. Les deux femmes se développent une amitié particulière et donc Madame M introduit Madame P à Monsieur D. Madame M et Monsieur D ont déjà 3 enfants ensemble, mais Madame P aimerait ça en avoir un enfant. Donc, à partir de ce moment-là, Madame P va porter l'enfant de Monsieur D et à ce moment-là, les 3 parents vont être reconnus sur le certificat de naissance. Uniquement, Madame P sera reconnue comme mère. Ils sont 3 militaires, maintenant sont redéménagés en Ontario et l'armée reconnaît leur statut particulier, donc quand il les déploie en famille. En Ontario, maintenant l'enfant a quasiment 4 ans. S'il était né en Ontario, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Les 3 parents auraient été reconnus. Ah oui, là-bas, c'est depuis quand? Depuis, donnez-moi un instant, l'Ontario, j'ai pas la date exacte, mais l'article 9 et 10 de la loi réforme du droit de l'enfance reconnaît jusqu'à 4 parents. Ah, ils l'ont l'affaire, les Ontariens. Hein. OK. Donc, Saskatchewan, Yukon aussi, encore Colombie-Britannique, je me répète. Donc, ça, c'était la première histoire. Mm-hmm. OK. La deuxième histoire, c'est plutôt 2 femmes qui sont un couple. Les 2 veulent avoir un enfant, donc ils rencontrent un monsieur. Le monsieur, effectivement, fait partie de l'idée de famille et une des dames réussit à tomber enceinte, l'autre n'y arrive pas. Donc, celle qui, évidemment, a l'enfant va être déclarée sur le directeur d'État civil comme la seule mère. Et donc, dans ce dossier-là, les 3 encore veulent être reconnus. J'ai le goût de vous répondre que dans ce dossier-ci, le père aurait été aussi capable d'être reconnu sans nécessairement l'autre mère. Mais morale de l'histoire, ici, le trio va être reconnu à part égale. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, ça change pas grand-chose, mais au niveau juridique, oui. Quand on veut un passeport, par exemple, quand on veut prendre des décisions médicales. Donc, c'est pour ça qu'absolument, ils veulent être reconnus. Troisième histoire, je pense que c'est la plus croustillante, là. OK. Les deux premières sont pas pires, hein. La première des trois militaires, c'était pas pire, ça. Ouais. La dernière, c'est ces 2 madames, OK, qui forment un couple. Ils rencontrent un homme également et les 2 veulent avoir un enfant. Une réussit, l'autre ne réussit pas, donc ils font appel à une mère porteuse. Fait que là, on est rendu 4 dans le portrait, là. 2 mères, un géniteur, puis une mère porteuse. Donc, la mère porteuse ne veut pas nécessairement être reconnue comme faisant partie d'être reconnue sur le certificat de naissance, mais ça fait en sorte que dans ce contexte-ci, encore seulement une des mères est reconnue. Et donc, il y a 2 garçons, ils ont 2 mères et un père. Les 4 voulaient être parents? Ouais, mais non, pas la mère porteuse. OK, d'accord. Les 3 autres. Ouais. Ensuite, c'est assez intéressant parce que ça pose des questions éthiques. Absolument. Sur est-ce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant ici qui est en question ou c'est l'intérêt supérieur des parents ou des adultes qui veulent avoir aussi ce lien-là avec les enfants? C'est une vraie question parce qu'au Canada, si je ne m'abuse, à moins que ça a changé depuis quelques jours ou je sais pas trop quoi, mais il me semble que, par exemple, la polygamie, vous allez me dire non, c'est pas la même chose, c'est différent. Mais je veux dire, la polygamie est interdite dans le code criminel. Pourquoi? Parce qu'on dit que sur cette question de filiation, sur la question des droits, ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant et que ça peut même nuire. On parle souvent aussi pour les femmes là, qui pourraient être dans ces situations-là de polygamie. Donc, comment se fait-il que là, soudainement, sur ces questions-là, on ouvre, mais ça voudrait-tu dire qu'on pourrait faire tomber quelque part aussi ces enjeux-là? Tu as extrêmement raison. C'est effectivement aberrant que les 2 discours sont différents au niveau criminel puis au niveau civil. Et lorsque j'ai parlé à l'avocat qui représente les militaires, Maître Landry, j'ai dit, y a-t-il une ouverture auprès du ministère de la Justice? 0 et une barre. Donc, le 11 septembre, il y a quand même un petit développement dans le dossier, là, mais ils n'ont pas de date pour procéder sur le fond. Le juge concluait qu'un des pères, dans le cas des militaires, devait être reconnu rapidement sur le certificat de naissance et ça n'avait pas été encore fait parce que le jugement avait été porté en appel, donc suspendu. Et ça va être fait le 11 septembre. Tu sais, quand on parle, par exemple, de l'enjeu éthique là, du bien-être supérieur de l'enfant, de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est souvent un terme qu'on entend. Exemple, tu es dans une situation où l'enfant, il est reconnu une filiation, parce que ça, c'est un vrai enjeu juridique, puis ça fait partie de ces débats-là. La filiation, si tu dis qu'il y a 4 parents, advenant une séparation, est-ce que l'enfant va-tu se séparer à l'intérieur d'un mois ou d'une semaine ou de 2 semaines, une garde partagée avec 4 personnes? Il y a ça aussi. Ça, c'est-tu l'intérêt supérieur de l'enfant?
Dans un des couples. Donc, ça pose ces questions-là. Peut-être qu'on va trouver, on trouverait forcément, j'imagine la loi va s'adapter à ça, là. Oui. Maître Landry me disait, depuis tout ça, il y a eu zéro contestation dans les autres provinces par rapport aux gardes d'enfants, les pensions alimentaires. Tout était toujours fait en harmonie. Fait qu'il dit, il n'y a pas de jugement encore. Dans un des couples, il y avait déjà une séparation, puis encore, ça s'entendait bien. Mais éventuellement, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je le sais pas, là. Moi aussi, je suis mi-figue, mi-raisin là-dessus. Je comprends le désir des parents. Ben oui. Mais en même temps, les enfants, là, on va vous répondre que c'est plus de personnes à aimer, qui vont aimer les enfants. Mais bon. Oui, non, regarde, ça n'a pas l'air de convaincre beaucoup de monde, justement, cet argument-là, parce que c'est assez unanime là, dans la messagerie texte. On a même Jérôme qui nous dit trouble égale trouble. Hein? Donc, c'est comme le P remplacé par le B, mais on a compris que c'est à peu près le même principe. Hey, on est dû pour un petit quiz, là, faire un petit peu que tu nous as pas fait faire un petit quiz, accident de travail, oui ou non. Moi, je me suis jamais trompé, je veux juste te préciser à tout le monde que je suis un élève assez... j'étudie même pas, moi. Es-tu pas orgueilleux? Je vais donner mon truc, c'est le gros bon sens à l'envers. C'est ça le truc, je le donne à tout le monde. Allez, tu me regardes dans les yeux puis tu vois ma face, fait que tu sais c'est quoi la réponse aussi. Là, je suis comme un livre ouvert. Donc, c'est une histoire quand même assez drôle. C'est un monsieur qui travaille dans un restaurant. Il sort dehors, puis évidemment, là, le problème, c'est qu'il a donné des versions contradictoires. Il sort dehors, il flatte un chien, il se fait mordre. Donc, est-ce que c'est à l'occasion du travail? Il dit qu'il sortait des poubelles. Donc, c'est le même principe que quelqu'un qui va fumer dehors. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que vous pensez que le fait de sortir les poubelles à l'extérieur là, du restaurant et tu te fais mordre par un chien, est-ce que c'est considéré un accident de travail? Alors, normalement, le gros bon sens commande de dire non, parce que t'es pas en train de travailler, t'es dehors, tu t'en vas voir un chien, ça fait pas partie de tes fonctions. Mais le truc, je le répète, c'est que c'est le gros bon sens à l'envers. Donc, la réponse, c'est oui. C'est un accident de travail. Non, tu vas être content. Oh! Le juge a effectivement dit que le fait... de toute façon, il a donné des versions contradictoires. Oui, j'ai fait exprès. Il a donné des versions contradictoires. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à partir du moment où il a pris une décision personnelle de s'approcher et de caresser le chien, on a coupé le lien de causalité, effectivement, avec le travail. Ben, en fait, s'il était juste s'il avait sorti les poubelles. Le chien là, il y avait, oui, là, ça aurait été autre chose. Exact. Ah, c'est l'intentionnalité. Ben, le détail. OK, mais mettons, je sais pas, ça, il y a peut-être pas de la jurisprudence là-dessus, là, mais je dis n'importe quoi. Mettons, le gars, là, il sort avec ses poubelles, il est descendu, il décide, je sais pas, là, tu sais, c'est sa petite pause de 10 minutes, de faire des push-ups, là, dans le stationnement, là, ou des squats. Il glisse, il tombe sur la tête. Est-ce que l'intentionnalité du fait qu'il a fait ses squats là, pour se donner un petit peu d'énergie dans le stationnement puis qu'il se casse la marboulette, comme on dit? Mais faudrait qu'ils disent que dans le fond, la raison qu'il faisait des push-ups, c'est pour se maintenir en forme alors qu'il fait un travail physique. Tu sais, faudrait que ça soit ficelé ensemble pour dire que ça donne quelque chose là, à l'employeur, qu'une finalité pour lui. Là. Ça pourrait fonctionner, tu penses? Non, c'était de mais là, c'était de l'azothérapie. Là, c'était pour aller mieux au boulot. Mais c'est ça. Ça n'a pas marché, là. Incroyable. Je pensais pas que t'allais me piéger de même pour notre dernière. Parce que là, il vient de changer d'humeur, là. Non, je suis pas de bonne humeur. Ça vient juste de commencer en plus. Hey, parle-nous du groupe Métro, les travailleurs qui sollicitent l'argent du public pour financer leur grève. Hey, c'est quasiment du non-vu, ça. Donc, en principe, les syndicats, quand ils sont en grève, il y a un fonds de grève. Donc, c'est la première fois que moi j'entends parler. Là, je vois l'annonce passer sur les réseaux sociaux où on a en gros titre « Appel à la solidarité » en appui aux syndicats, là, justement, des travailleurs du groupe Métro. Donc, on vous propose avec un code QR de prendre une photo et de donner 50 $ ou on vous donne un lien pour un PayPal. J'ai regardé à travers les États-Unis, au Canada, est-ce qu'il y a déjà eu des levées de fonds comme ça dans le cadre de grève? Oui, en 2002, il y avait eu une grosse grève de 10 mois avec les travailleurs de Vidéotron. Et à ce moment-là, il y avait eu une levée de fonds, mais plutôt par d'autres syndicats, puis un petit peu au public. Mais en mars 2026, les métallos également viennent de faire une espèce de levée de fonds, mais pas au public, mais plutôt des syndicats connexes. Et là, ici, on s'adresse clairement aux citoyens. Bon, j'ai rien contre ça. Si tu le fais, le citoyen veut donner, qu'il donne. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que toutes les autres levées de fonds aux États-Unis étaient via un GoFundMe. Fait quand il y a un GoFundMe, tu vois la cagnotte augmenter. Tandis qu'ici, c'est par PayPal. Combien d'argent qu'ils vont ramasser? Est-ce qu'on va vraiment le savoir? Je trouve que si tu veux être honnête, tu aurais dû le faire via une plateforme où on peut voir les dons en direct. Ben, c'est pas juste ça, c'est que le GoFundMe, normalement, t'as même un objectif
Donc, donc non seulement on voit combien tu as reçu, mais tu as un objectif, puis à un moment donné, les gens, ils voient que l'objectif a été atteint, puis ils font comme, ben regarde, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Alors que là, PayPal, je veux dire, ils pourraient recevoir 5 000 $ comme ils pourraient recevoir 1 million. Là. Absolument. Puis ils ont peut-être pas besoin d'1 million, ils ont peut-être pas besoin de 2 millions, ils ont peut-être pas besoin de 3 millions, ils ont peut-être besoin juste de 150 000, j'en sais rien. Moi non plus, c'est mais... vrai que c'est étrange. Oui. Non, mais complètement. Mais je veux dire, là, on retient quoi de cette affaire-là pour l'avenir? Est-ce que c'est un acte un peu plus isolé? Là? Mais j'ai pas vraiment d'opinion. C'est plus une constatation. C'est plus une constatation que c'est ça qui en est. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, c'est ça qui est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont en faire? Je le sais pas. Merci Sophie, ça a été le fun toute la saison. Merci Bye-bye. beaucoup pour cet été. À bientôt.